Bienvenue dans Politiquement Chaud avec Jérôme Jaffray, avec cette semaine Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne, Alexis Brézé, l'invité politique de la semaine, et Florian Philippot, vice-président du Front National. On parlera en deuxième partie du nouveau malheur de François Hollande, un livre qui l'oblige à au moins exprimer des regrets vis-à-vis des magistrats, un livre de confidence faite à 2 journalistes du Monde, deuxième partie de l'émission, mais d'abord bien sûr le débat des 7, des candidats de la primaire, de la droite et du centre. Débat assez policé. Il y a un témoin qui est là, qui pourra sans doute nous le dire, c'est Alexis Brézé. Débat policé néanmoins lorsqu'on évoque les affaires, le casier judiciaire de certains. Débat policé néanmoins lorsqu'on évoque les affaires, le casier judiciaire de certains. On sent quand même une légère tension. Vous savez que dans notre République, quand on veut être candidat à la fonction publique, il faut présenter un extrait de son casier judiciaire. Et on n'exigerait pas la même chose d'un candidat à une élection locale, à une élection nationale. Oui, c'est une exigence de transparence, oui, c'est une exigence d'exemplarité, ça ne vise personne, mais ça concerne tout le monde. Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Il est connu d'ailleurs, tout le monde connaît la condamnation qui m'a été infligée. Par reprendre l'histoire qui est déjà ancienne, la Cour d'appel a bien voulu dire que je ne m'étais rendu coupable d'aucun enrichissement personnel et que je ne devais pas être le bouc émissaire d'une responsabilité collective. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Et depuis 5 ans, je suis sans doute le Français qui a été le plus écouté, perquisitionné, interrogé. Pour quel résultat ? 5 non-lieux. Oui, c'est vrai. Si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Je veux dire que je ne porte de jugement à l'égard de personne, mais en ce qui me concerne, effectivement, compte tenu du rapport que je considère être majeur entre un président de la République et les Français, il me paraît absolument essentiel pour ceux qui me concernent d'être candidat parce que je suis totalement hors de cause dans tous ces éléments qui ont été particulièrement odieux il y a 2 ans et demi. Alors voilà pour l'attention du débat, Florian Philippot. Tout le monde se pose la même question, donc je ne vais pas faire dans une grande originalité en vous demandant qui a gagné, qui a perdu, qui a marqué des points. Quand on a terminé de regarder ce débat, à votre avis? Vous avez un avis, vous? Moi, oui, j'ai un avis, j'ai regardé quand même. Ah oui? Bien sûr, j'ai regardé. Mais vous allez nous dire qui a gagné alors ou qui a perdu? Moi, je pense que ça n'a pas changé une ligne. Ouais. Voilà, dans les intentions de vote, si tant est qu'on puisse mesurer des intentions de vote dans ces primaires, je pense que ça n'a pas modifié les équilibres parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans ce débat. Voilà, c'est vrai que alors, Alexis Brézé est là, ne le prenez pas pour vous, hein, je parle des 7... Sentez-vous très libre. Voilà, donc je me sens libre, je parle des 7 personnes, des 7 candidats. Moi, j'ai trouvé que c'était assez soporifique, honnêtement. Ouais. C'était un peu barbant. Vous avez vu le nombre de Français qui ont regardé quand même? Oui, il y avait du monde, c'est vrai. 5 millions et 600 000, c'est énorme. Il y avait du monde, je pense qu'il y avait un effet de curiosité aussi, c'est le premier débat. Bon. Et peut-être que les Français attendaient d'ailleurs que ce soit un peu plus animé. Vous aimez trop la confrontation. Et c'est vrai que ça ne l'a pas été et que finalement, on n'a pas été plus grave, on n'a pas été sur les grands enjeux, les grands sujets d'une élection présidentielle. Voilà, moi, je trouve que les candidats ont fait le choix. Alors, il y a des sujets essentiels qui ont été abordés, évidemment, l'emploi, l'économie, l'immigration, l'islam, etc. Mais ils ont abordé à chaque fois ces sujets-là par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le chiffre après la virgule, bon, avec une vision un peu technicienne ou de gestionnaire, mais certainement pas de candidats à la présidence de la République. Par exemple, on a parlé longuement d'économie, d'emploi, et ils ont quand même réussi l'exploit de ne pas évoquer l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire quand on sait l'implication de l'Union européenne sur la monnaie, le budget, la politique commerciale, les traités de libre-échange, etc. Même chose en matière d'immigration. Pas un n'a évoqué la répartition actuelle des migrants dans les communes de France, qui est quand même le sujet actuel. Et voilà, moi, j'ai été surpris parce que c'est ça qu'on attend d'un candidat à la présidentielle. Alors, Renaud Dely. Je rejoindrai Florian Philippot sur un point. Effectivement, je trouve que c'est un exercice qui était, et c'était la règle du jeu, le mode de fonctionnement, extrêmement convenu. Il y avait une dimension dans la forme extrêmement convenue. On avait l'impression, et c'était nombre d'entre eux d'ailleurs l'ont fait, on avait un peu l'impression d'assister à un grand oral de l'ENA. D'ailleurs, vous connaissez ça aussi, Florian Philippot. Donc c'est vrai qu'il y avait une dimension un peu, une espèce de compétition entre énarques. Sur ce point-là, ça peut donner un aspect un peu figé. Après, moi, j'ai pas du tout trouvé ça soporifique. J'ai trouvé ça intéressant, pour le coup, sur le fond, et lourd d'enseignements sur au moins 2 points.
D'abord sur la gémellité des programmes, notamment sur toutes les questions économiques et sociales. C'était le début du débat. On voit qu'il n'y a pas de différence entre eux. On le savait, hein, mais là on en a eu la confirmation et on est effectivement à des différences sur des taux d'imposition voilà, absolument minimes, mais comme dans la chasse aux fonctionnaires, aux suppressions de postes de fonctionnaires, etc. Tout ça, on voit qu'il y a une forme de surenchère. En tout cas, il y a une grande cohérence idéologique sur ce terrain-là. Et puis, vous le disiez à l'instant, et c'était spectaculaire dans le passage que vous avez diffusé, il y a quand même des inimitiés, pour pas parler sous forme d'euphémisme, pour pas dire des haines individuelles, qui sont extrêmement violentes, extrêmement fortes, qui sont liées à des histoires passées, d'un passé encore proche, où on voit que les uns les autres, certains d'entre eux en tout cas, en savent beaucoup sur l'autre et ne sous-entendent, font des allusions. La retenue, quoi. On est quand même, hein, on est entre gens bien élevés, là. Ils savent se tenir, heureusement. Mais on voit que sur ce plan-là, et d'ailleurs, je pense que les deux sont liés, c'est aussi parce qu'il y a une vraie proximité idéologique, que les affrontements individuels et personnels sont aussi violents sur des histoires, notamment en rapport avec la justice. Est-ce que l'observateur-acteur que vous êtes, Alexis, a ressenti la même chose? Oui, pas loin, mais ce que je crois, c'est que les défauts que Florian Philippot et Renaud Dely voient à cet exercice collectif des candidats, pour beaucoup d'électeurs de droite, ce sont des qualités. C'est-à-dire que nous, les observateurs, et vous, les politiques, vous dites, ils auraient dû se taper dessus, ça aurait été mieux, ça aurait été plutôt... Ah non, mais, personne n'a dit ça, Alexis, vous avez mauvais esprit, là. Florian Philippot, c'est plutôt son intérêt, c'est pas, pas un mauvais procès que je vous fais. Non, j'aurais aimé que ce soit... soit divisé, c'est mieux pour vous. Un petit peu plus animé. Mais je peux le comprendre. Mais je pense que l'électeur de droite, ce que lui... Dans l'intérêt de nos paupières. Non, mais bien sûr, je suis bien d'accord. Je suis pas loin de penser comme vous. Mais l'électeur de droite, lui, ce qu'il craint, c'est la bagarre. Il est tétanisé par ça, par les divisions, c'est les disputes. Et là, il est plutôt rassuré. Et quand Renaud Dely dit oui, ils pensent tous pareil, lui, ça le rassure plutôt. Il dit finalement, au moins, ils sont d'accord. Ça veut dire qu'après, ils arriveront à s'entendre. Et c'est vrai. La première partie. Ils pensent tous pareil, mais ils se détestent. Alors, pareil, alors on va venir ils se détestent. Mais déjà, ils sont tous pareils, c'est quand même très important. Une division qui ne repose pas sur quelque chose, sur des clivages de fond, et en matière économique, franchement, il n'y en a pas. En matière d'identité, de société, d'islam, il y en a un peu plus, mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit. On va se dire, entre Alain Juppé qui dit qu'il faut mettre les fichiers S en rétention sous contrôle du juge judiciaire et Nicolas Sarkozy sous contrôle du juge administratif, il faut quand même y aller avec un peu la loupe. Donc, en gros, ils pensent la même chose. Et donc ça fait moins de spectacle, c'est évident. Mais pour l'électeur de droite qui a la hantise de ces divisions, qui croit-il ont fait perdre la droite? C'est pas forcément ça d'ailleurs. Mais n'empêche qu'il a peur de ça. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Quant aux divisions personnelles, les détestations, on les a senties. Vous avez senti que ça pouvait déraper un peu? On les a senties, mais ça n'a pas dérapé. Mais vous disiez, on les a on n'en est pas loin. Ouais. Vous avez essayé, vous connaissez quand même. C'est un peu le jeu. Mais en fait, il y a eu le moment des affaires où il y avait de la tension, mais en vérité, ils ne se sont pas tapés dessus. Donc ils ont réussi, c'était assez policé comme exercice. Donc ça veut dire que ces tensions-là, une fois que la primaire sera passée, qu'il n'y en aura rien qu'à gagner, les électeurs de droite, je ne parle pas des autres, peuvent espérer que ça se calme. Ouais. Jérôme Jaffray, comment on va choisir alors s'ils disent la Qui même a chose gagné, et qu'ils s'engueulent pas? demandez-vous, je répondrai très simplement personne, donc Juppé. Non pas que je qualifie Juppé de personne, mais comme il est en tête dans une situation où personne ne gagne, c'est évidemment celui qui est en tête qui en tire bénéfice. Ce qui m'a surpris, c'est l'absence de prise de risque des challengers. Fillon est le challenger de Sarkozy. Sarkozy est le challenger de Juppé. Il faut donc prendre des risques quand vous avez 5,5 millions de téléspectateurs qui vous regardent et qui vous suivent. Fillon, il a dit des choses, mais il ne les a pas suffisamment développées et clarifiées pour les téléspectateurs sur le programme de Sarkozy. Le temps de travail, c'est évidemment totalement incohérent de dire qu'il faut sortir des 35 heures par référendum dans les entreprises et en même temps qu'on paiera les heures supplémentaires en les défiscalisant. Je ne vois pas vraiment l'intérêt des salariés à aller voter dans un système qui augmenterait les heures de travail, dans un truc où on a pu à ce moment-là les heures supplémentaires défiscaliser. Les fonctionnaires, c'est évident que si on veut réduire les fonctionnaires, Fillon a raison, il faut augmenter le temps de travail de ceux qui restent. Sinon les services publics s'effondrent et on n'arrive pas à s'en sortir. Or, comme Sarkozy ne propose pas ça, c'était un élément d'offensive possible pour Fillon. Et puis il y a les référendums. Les référendums proposés par Sarkozy, Fillon aurait dû normalement attaquer là-dessus. C'est des référendums pour rien, les référendums de Sarkozy. Fillon propose un vrai référendum, la suppression des régimes spéciaux de retraite par référendum, parce que c'est la seule façon de contourner un blocage total du pays. Quant à Sarkozy à l'égard de Juppé, je reste aussi un peu sidéré de l'absence de prise de risque. L'identité heureuse de Juppé,
C'est Jean-Frédéric Poisson, Saint-Jean Bouche d'Or de l'émission, avec talent d'ailleurs, qui a dit à un moment, mais ça ouvre la société multiculturelle. L'identité heureuse, c'est-à-dire quelque chose dont l'électorat de droite ne veut absolument pas. Pas un mot de Sarkozy là-dessus. Quant à la méthode de gouvernance de Juppé, qui, après 40 ans de vie politique, nous explique que ça l'étonnerait beaucoup que la CGT organise des manifestations après son élection contre le programme qu'il propose puisqu'il aurait été ratifié, franchement, ça n'empêchera pas du tout la CGT d'en organiser plein. Il a décidé d'être optimiste en ce moment, Alain Juppé. Il a décidé d'être optimiste. Oui, mais il y a un problème de méthode de gouvernance qui pouvait être au cœur de l'émission. Réellement, comment on fait adopter des réformes aussi profondes et aussi fortes. Donc je suis un peu surpris. Il me semble que Fillon et Sarkozy n'ont pas vraiment joué la carte. Et du coup, tranquille soirée pour Alain Juppé. Oui, et en même temps, vous n'avez même pas parlé de la jeune génération, Bruno Le Maire. Oui, mais alors à ce moment-là, Nathalie j'aurais été Kosciusko-Morizet. interminable, chère Arlette. Ah, ça, je ne peux croire une chose pareille. Florian Philippot, et c'était le moment aussi, vous avez regretté aussi que les challengers ne jouent pas plus. Je parle, moi, de la nouvelle génération. Moi, je n'ai rien à regretter parce que je ne suis pas dans cette. Mais vous regardez le spectacle politique, guillemets, au bon sens oui, du mais terme. vous avez raison, c'est du spectacle. C'est-à-dire que ça fait des mois que chacun est sur une niche marketing. Donc Sarkozy, comme tous les 5 ans, essaie de nous ressortir le couplet du plus fort que moi tu meurs, plus anti-immigration que moi tu meurs, plus pro... sécurité, etc., que moi tu meurs, je veux dire, c'est plus crédible. Voilà, c'est plus crédible. En réalité, il est sur la même ligne, sur le fond que Juppé. D'ailleurs, tous ces gens-là ont gouverné ensemble. On a bien vu ce qu'ils ont fait. C'est M. Buisson qui a confirmé dans son livre que Sarkozy avait même fait plus d'immigration que Jospin. Donc on voit bien que tout ça, c'est du marketing. Donc sur le fond, écoutez, oui, ils sont immigrationnistes, ils sont communautaristes. Alors en matière, je trouve que c'était vraiment intéressant hier, c'est la confirmation qu'on a eue en matière économique. C'était vraiment la course à l'échalote ultralibérale, avec des programmes extrêmement durs, mais qui là sont parfaitement dans les clous de ce que demande l'Union européenne. Alors, retour aux news très chaud, et puis on parlera dans la deuxième partie. On continuera un peu sur le débat avant de parler de François Hollande. Deuxième partie de Politiquement chaud, l'invité politique de la semaine est Florian Philippot, le vice-président du FN. On va parler tout à l'heure de François Hollande et des malheurs littéraires, si je puis dire, du président de la République. On continue maintenant à évoquer le débat des candidats de la primaire de la droite et du centre, avec toujours une question, mais qui va voter à cette primaire? Petit échange, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je cherche, c'est à rassembler. Quand on veut rassembler, on ne commence pas par exclure. Il y a des déçus du hollandisme, qui parfois avaient voté pour Nicolas Sarkozy précédemment. Eh bien, si aujourd'hui ils veulent venir vers nous, ils sont les bienvenus. Il y a aussi des électeurs du Front National qui commencent à ouvrir les yeux sur l'absurdité du programme de ce parti. S'ils changent d'avis et qu'ils veulent venir chez nous, ils sont aussi les bienvenus. Il s'agit simplement que le choix qui sera fait par tous ceux qui nous rejoindront pour participer au choix du candidat de la droite et du centre soit un choix sincère et loyal. À partir du moment où on se reconnaît dans la valeur de la droite et du centre, on a toute sa place à voter dans notre primaire. Si on se reconnaît dans les valeurs de la gauche, et on votera à la primaire de la gauche et on choisira le candidat de la gauche. Philippot, est-ce que des électeurs du Front National vont être tentés de participer eux aussi à cette compétition, de choisir un candidat de la droite et du centre? Ça vous fait sourire, je sens. Il n'y a pas de primaire, ils sont frustrés, non? Non, ils ne sont pas frustrés, ils sont contents d'avoir une candidate qui, elle, est incontestée. La primaire, c'est toujours le signe d'une faiblesse. C'est quand on n'a pas de leader qu'on organise cette espèce de show copié sur les États-Unis, d'ailleurs, qui n'est pas du tout adapté à la Ve République. Enfin, bon. C'est pas pour ça qu'on a fait la Ve République, c'était justement pour extraire la présidentielle. C'est une compétition démocratique, le fait qu'il Oui, mais on avait cherché... Rappelez-vous que Marine Le Pen est devenue présidente du Front National, il y a une compétition démocratique avec un adversaire. C'est pas la même chose, ça c'est pour remplacer un dirigeant de parti politique, ça c'est tout à fait légitime, vous avez raison, mais je rappelle quand même quand on a fait la Ve République, puis l'élection en 62 du président au suffrage universel direct, c'était justement dans l'esprit du général de Gaulle pour qu'on enlève les partis de l'élection présidentielle. Là, on se remet en plein dans les partis, les logiques de clan, à l'intérieur des partis. Enfin bref, ça n'est pas du tout notre tasse de thé. Moi, je dis à ces électeurs du Front National qui seraient tentés, je pense qu'il y en a très très peu en réalité. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns. Moi, j'ai reçu quelques messages sur Facebook. Alors, je vais y aller parce que pour soutenir Marine, il faut voter pour tel candidat. Je pense que ce sera mieux pour nous, etc. Votre stratégie ça, c'est la révolutionnaire. stratégie, la tactique. Tout ça s'annule parce que certains vous disent donc je vais voter Juppé ou donc je vais voter Sarko. Bon.
je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Non, je pense que les électeurs du Front n'ont rien à faire dans cette affaire, dans cette histoire, qui n'est pas très intéressante sur le fond. Et je crois que nous avons surtout, nous, à préparer l'élection, la campagne pour l'élection de Marine Le Pen à la tête de l'État. On s'y attelle, nous organisons des conventions de fond, on travaille sur les grands sujets, l'école, on a fait là la protection animale, on va continuer avec les seniors, la santé, etc. Et je crois que c'est plus intéressant que ce qu'on a vu hier ou ce qu'on verra demain. Sur la compétition elle-même, moi je crois exactement l'inverse. Je pense que c'est un signe de bonne santé démocratique en l'occurrence. C'est la droite, il y a 5 ans c'était le Parti Socialiste. Et que ça ne remet pas du tout, comme le disait Florian Philippot, les partis au centre de l'affaire. C'est pas un retour à la 4ème République, c'est pas la petite cuisine partisane. Justement parce que ce sont des primaires ouvertes à des millions d'électeurs. Et on voit bien au contraire que ce système des primaires, on peut leur faire, quand on est membre d'un parti politique, le reproche inverse. C'est-à-dire de contribuer à affaiblir la force d'un parti politique qui était au départ une machine à sélectionner des candidats. On a entendu ces reproches-là dans une partie de la gauche hier et dans une partie de la droite aujourd'hui. Je signale quand même qu'en 1994, il y aurait eu ce système-là, c'était Balladur le candidat. Oui, mais le fait de demander à 2, 3, 4, 5 millions... Michel Rocard et pas François Mitterrand. Ce que je veux dire, Florian Philippot, c'est que... C'est vraiment les logiques de clan, justement. C'est pas très intéressant, moi, je trouve. Le fait de demander, excusez-moi, à un Français de participer à une élection, c'est pas une logique clanique. On ne peut pas à la fois, par exemple, prôner le référendum tout bout de champ comme mode de gouvernement et dire il faut sans arrêt consulter les Français et considérer qu'une compétition ouverte, effectivement, c'est déjà un succès d'audience hier. Il y a plus de 5 millions de spectateurs. La vérité, c'est que c'est à cause de vous qu'il y a une primaire. Ah. C'est à cause de vous, parce que la droite sait que si elle a 2 candidats, aucun des deux, les 2 peuvent ne pas être au second tour. C'est l'irruption d'un 3e joueur, vous, qui oblige les partis traditionnels à faire une primaire, alors qu'auparavant, ils pouvaient se payer le luxe d'avoir 2 candidats de gauche et 2 candidats de droite. À partir du moment où il y a un 3e joueur, ils ne peuvent plus le faire. Donc la primaire, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais objectivement... Non, mais je comprends, mais je pense surtout que leur énorme faiblesse, comme la gauche d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas de leader. Sarkozy est très démonétisé, et pour cause, il a un bilan qui est absolument épouvantable, et Juppé, on le sait bien, ne fait pas l'unanimité non plus. Et puis les autres, ont du mal à s'imposer. Je veux dire, moi, je trouve que ça n'a pas grand-chose d'intéressant de voir 7 personnes qui se détestent, aller peu sur les débats de fond, se lancer des affaires à la figure. Du fond, là. Hier, à la limite, c'était ce qu'on avait de plus policé, mais on a vu ce qui s'est passé déjà les semaines précédentes et ce qui risque honnêtement de se produire en crescendo d'ici l'élection à la primaire, c'est-à-dire on va être de plus en plus sur les attaques personnelles. Ce n'est pas cela qui rehausse l'élection présidentielle et le statut du président de la République qui est quand même déjà plus bactère. Enfin, on en parlera après. Ouais. Je serais presque tenté, Jérôme, de vous demander si ça aide le Front National, le fait que la droite occupe tout le terrain, ça le gêne dans les semaines qui viennent, parce que effectivement l'attention est focalisée sur la droite. Se retrouve un peu en position de spectateur, d'autant plus que Marine Le Pen a choisi pour le moment une attitude un peu distanciée à l'égard du débat politique, sans doute pour essayer de marquer la différence et d'adoucir son image. Sur le débat sur le rôle des partis, je dirais quand même que la primaire, c'est la planche de salut pour les partis démonétisés aujourd'hui et la façon de continuer de contrôler pour eux l'espace politique. À la limite, il y a un débat démocratique et positif, effectivement, qui se joue chez eux. Des millions d'électeurs choisissent, mais ils choisissent entre Juppé et Sarkozy. Excusez-moi de vous dire, c'est pas vraiment une structure très différente de ce qu'était la direction du RPR dans les années 90, ou s'ils choisissaient entre Hollande et Aubry, c'est pas une structure très différente de ce qu'était la direction du Parti socialiste dans les années 2000. Donc c'est ça qui leur est laissé, avec l'espérance d'étouffer Macron et évidemment de réduire le Front National en vue de l'élection présidentielle. Tous ces calculs sont là. Ambiguïté de Juppé hier, m'a-t-il semblé, et difficulté de Sarkozy sur le Front National. Ambiguïté de Juppé, quand il dit les déçus du hollandisme sont les bienvenus, reste la question de savoir si ces déçus du hollandisme ne font qu'un vote tactique le jour de la primaire pour évacuer Sarkozy, dont ils ne veulent absolument pas le retour, et revenir à gauche, un vote de gauche à la présidentielle, ou bien si c'est une vraie conversion politique, ces déçus du hollandisme veulent voter à droite à la présidentielle, et à ce moment-là, la primaire est le juste chemin. Il y a surtout l'idée qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour et qu'ils préfèrent déjà choisir le candidat de droite. On est quand même dans le vote tactique. On est quand même dans le vote tactique à ce moment-là. Et puis, pour Sarkozy, le problème du FN,
Lui, c'est qu'il considère que les électeurs du FN sont les bienvenus pour voter à la primaire parce que, en partie, ce sont ses électeurs à lui. Qu'1 million d'électeurs Sarkozy de 2012 sont passés au Front National entre 2012 et 2014, entre la présidentielle, les européennes, puis les départementales et les régionales. Et Sarkozy se dit, mais mon travail, c'est de les faire revenir, et il est bien normal qu'ils viennent me soutenir. Mais du coup, ça a entraîné un effet pervers pour Sarkozy, une déportation excessive vers la droite dans la bataille de la primaire, une recherche trop grande de ces voix du Front National, qui du coup l'a un peu décalé par rapport aux thématiques, me semble-t-il, de la droite. Ils vont revenir ou pas? Non, mais bercé d'illusions, évidemment. Et bien sûr que non, ils ne reviendront mais pas. c'est vous qui vous bercez d'illusions, c'est Nicolas Sarkozy. Non, je crois même qu'on va continuer de lui en prendre, naturellement. Parce que, si vous voulez, quand on a promis le Karcher, qu'on a fait l'inverse, quand on a annulé le référendum sur le traité de Lisbonne, contrairement à ce qu'il a encore dit hier, bien sûr que si, quand on a trahi tous ses engagements sur la politique migratoire, je veux dire, quand on a supprimé la double peine, quand on a fait l'intervention en Libye, avec Juppé d'ailleurs, j'oublie pas que Juppé était ministre des Affaires étrangères, on en parlera un peu plus tard, mais je veux dire, on ne peut pas espérer dans ces conditions avoir de nouveau la confiance des lecteurs qu'on a trahi consciencieusement. Nous publions dans Marianne de ce week-end un sondage de l'Institut Harris Interactive qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, qui montre que cette surenchère de Nicolas Sarkozy sur ces thématiques qu'évoquait Jérôme Jaffray à l'instant et la façon dont il court après ce million d'électeurs perdus depuis 2012 a plutôt tendance au sein même de sa base électorale à produire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les électeurs, les sympathisants du parti Les Républicains que nous testons revendiquent, eux, leur proximité avec le Front National sur la sécurité, l'immigration et bien d'autres thèmes que nous testons dans ce sondage-là. À l'inverse, les électeurs, les sympathisants du Front National, eux, réfutent une proximité avec le Parti Les Républicains. Donc on s'aperçoit que dans cette course à l'échalote, dans cette surenchère, on a l'impression que c'est le Front National qui aimante et Nicolas Sarkozy et une partie de sa base électorale. Oui, on ne regarde pas le sourire satisfait de Florian Philippot. Mais malgré tout, Alexis. Il ne faut pas se contenter de raisonner en catégorie politique, il faut raisonner en catégorie sociologique. Et de facto, si on regarde la structure de popularité de Sarkozy par rapport à Juppé, il a plus de jeunes, plus de catégories populaires, comme le Front National. Et donc, un léger problème, c'est que ces catégories ne votent pas tellement. Et alors, la difficulté, elle est là. La difficulté est là. Si on regarde, par exemple, sur le résultat de l'émission de jeudi soir, Sarkozy, sur les thèmes immigration, sécurité, identité, il est quand même devant Juppé. Juppé est très loin devant en approbation sur les thèmes économiques. La difficulté de Sarkozy, c'est de faire venir ces électeurs-là. Alors, est-ce qu'ils sont Front National? Ou est-ce qu'on dit qu'ils sont jeunes? Ou est-ce qu'on dit qu'ils sont catégorie populaire? À la limite, peu importe. Et ces électeurs-là ne votent pas aux élections intermédiaires. Ils ne votent qu'à la présidentielle. Ils ont un coup voté Sarkozy, un coup voté Front National. Bon. Est-ce qu'ils voteront à une primaire? L'immense difficulté du pari de Sarkozy, c'est de faire venir ces électeurs-là à la primaire. Et donc il a intérêt à élargir le spectre, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps. Parce que ces électeurs-là pensent, à tort ou à raison, à avoir une candidate susceptible déjà d'atteindre le second tour. Donc c'est vrai qu'ils sont pour le moment moins tentés d'aller participer à ce choix-là. Mais ce qui est vrai, c'est que en tout cas l'étude que je publie, que nous publions dans Marianne, que j'évoquais, elle tente à indiquer que Nicolas Sarkozy sert plutôt d'aspirateur, ou plutôt d'inspirateur à des électeurs qui peuvent s'accoutumer, justement, étant accoutumés à un discours, à des propositions proches de celle du Front National, finalement, demain, au vote du FN. Moi, contrairement à mon voisin, moi, ça ne me fait pas sourire. Mais en l'occurrence, c'est le résultat de cette étude que j'évoque. Mais moi, je crois... Un mot, parce qu'on va parler de François Hollande. Oui, mais moi, je crois que ce qui explique notamment cela, c'est qu'en réalité, Sarkozy, c'est même l'effet inverse. Il y a un effet boomerang. Il ravive les souvenirs du sarkozysme. C'est-à-dire qu'on se souvient de ce qu'a été ce mandat parce qu'il repart sur les mêmes thématiques. Et en cela, je pense qu'il fait en réalité une grave erreur. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous, parce que ça nous facilite un peu la tâche. C'est-à-dire qu'on est plus audible quand on explique les trahisons de Nicolas Sarkozy, puisqu'il y revient lui-même. Alors, on parle de François Hollande, du fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Entretien avec Fabrice Lhomme et Gérard Davet, nos confrères du Monde, avec des phrases qui ont suscité quelques réactions. Et ce livre, la démarche du président de la République, laisse ses proches... j'allais dire un peu, perplexe. On écoute Jean-Christophe Cambadélis. Je suis étonné, mais pas déboussolé. Je pense qu'il y avait... Oui, mais je suis étonné parce que se confier à ce point à tant de journalistes, il y a de quoi être étonné. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République de rassembler l'ensemble de son camp, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais il est en difficulté par rapport à il y a quelques jours. Ah bah il est en difficulté, ça je l'avais pas. Et lui-même se met dans cette difficulté. Et lui-même se met dans cette difficulté. Il ne s'est pas facilité la tâche, oui. Il ne se facilite pas la tâche, ça, c'est moins qu'on puisse dire.
Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'est pas étonné, contrairement à ce qu'il dit Jean-Christophe Cambadélis, il est effondré. Oui. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants socialistes, et y compris d'ailleurs parmi les plus proches de François Hollande aujourd'hui, et il en reste quelques-uns, le dernier carré est quand même particulièrement stupéfait. Alors on le savait, il y a eu des alertes, si je veux dire, il y a eu des prémices, il y a déjà eu plusieurs livres. Mais alors celui-ci, effectivement, parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que François Hollande a l'impression, en tout cas, de participer, pas d'être co-auteur, mais en tout cas de participer allègrement à ce livre. Il reçoit une soixantaine de fois les auteurs. Il se confie allègrement, donc de contrôler, en tout cas indirectement. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Il ne contrôle pas du tout cette communication et que cette propension à s'épancher d'abord sur lui-même, sur ses doutes et sur ses échecs, me semble relever peut-être davantage de la psychanalyse que de la politique. Oui, il y a Claude Barthelone aussi qui dit que de temps en temps, le président devrait aussi mettre en avant le silence. Et Emmanuel Valls ne dit pas tout ce qu'il pense, mais... Heureusement, peut-être pour certains. Jérôme Jaffray. Ça remet en cause un peu plus les chances de participation de François Hollande à l'élection présidentielle, c'est-à-dire sa candidature en clair. Pas vraiment. Dans le hollandisme, si on essaye de bien le comprendre, non. Je vais prendre des notes parce qu'on ne répondrai pas comme cela. D'abord, ce livre est assez étonnant. C'est comment quand même désespérer encore davantage son camp. Comment tuer la grande interview accordée à l'Obs. 10 pages de lancement de campagne, de thématiques de campagne dont plus personne ne parle et qui n'existe même plus à gauche. C'est assez impressionnant. Hollande, dans ce livre, il dit aussi « Je n'ai pas peur de perdre ». Magnifique slogan de campagne, soit dit en passant. Avec ça, c'est de quoi rassurer la gauche. Mais ça dit bien qu'il estime qu'il faut défendre son bilan, aller à la confrontation politique. Et en plus, Cambadélis le dit, c'est l'autre Saint-Jean Bouche d'Or de notre émission. Jean-Frédéric Poisson. C'est qu'il dit, c'est lui qui est seul capable de rassembler le camp socialiste, parce que sinon... C'est encore vrai, ça ? Oui, ça reste un peu vrai, parce que si vous avez Valls qui devient le candidat à la place de Hollande à la primaire, vous avez vraiment un risque d'explosion du parti, pense en tout cas un certain nombre de dirigeants. Un mot sur l'affaire de la justice quand même. Parce que, la lâcheté des magistrats, pour nos téléspectateurs les plus férus de politique et d'histoire, René Tomasini, secrétaire général de l'UDR en 1971, avait dénoncé à l'époque la lâcheté des magistrats, après les événements de mai 68 et le fait qu'il ne condamnait pas suffisamment les gauchistes, et il avait failli perdre son poste de secrétaire général de l'UDR dans cette affaire, et en tout cas perdu tout avenir politique après. Mais ce qui a été accablant pour les Français, c'est de voir la façon dont les magistrats ensuite traitent le président de la République. C'est-à-dire la volée de bois vert. Normalement, on dit les choses en privé, on envoie un courrier personnel. Là, non, l'intervention consistait à dire que cet outrage fait par le président, alors que ce n'est pas un propos tenu dans un discours, ce n'est pas la même chose, montre un affaiblissement du politique et de la fonction présidentielle assez impressionnant. Ils ont dit que ça posait un problème institutionnel. D'autant plus qu'il s'excuse lui-même, il s'empresse de publier une lettre d'excuse. En tout cas, il regrette. Il ne s'excuse pas, il regrette. Le mot d'excuse n'appartient pas au vocabulaire de François Hollande, je crois. Florent Philippot. Moi, je vais vous dire, ça ne me réjouit absolument pas. Je trouve ça très triste, parce que je pense, non pas à François Hollande, je pense à la fonction présidentielle, qui était déjà très très affaiblie, pas simplement par le mandat Hollande, déjà par le mandat Sarkozy, tout le bling-bling, etc. Qui a été affaiblie d'ailleurs structurellement par le quinquennat. Moi j'ai voté, c'était mon premier vote, j'ai voté pour le septennat, contre le quinquennat en référendum en 2000, vous voyez. Donc je pense qu'il faudrait y revenir. Mais maintenant c'est vrai que la fonction est affaiblie et ce livre l'enterre, quoi. Ce livre l'enterre, c'est vrai que les magistrats, les hauts magistrats qui se permettent comme cela d'être extrêmement durs publiquement avec le chef de l'État. Or, le président de la République, malgré tout, ça reste la France. Ça reste la France dans le monde, l'incarnation de la France dans le monde. Et je pense que ces individus, François Hollande, ne devraient pas avoir le droit de faire cela. Ça ne leur appartient pas. La fonction de président de la République ne lui appartient pas. Comme elle n'appartenait pas à Nicolas Sarkozy, elle appartient à tous les Français, elle appartient à la République française. Et je me dis qu'on va avoir du travail ensuite pour relever cette fonction, qui est pourtant une clé de voûte dans nos institutions. Alors, Alexis. Cette affaire-là n'enterre pas que la stature présidentielle, ça enterre aussi tous les thèmes de campagne de François Hollande. Ouais. Sur quoi il devait faire campagne? Il devait faire campagne contre la méchante droite, pour l'état de droit.
Et là, il crache à la figure des juges. Il va maintenant expliquer que les autres piétinent la justice. Ça ne tient pas debout. Il faisait campagne contre quoi? Contre le Front National et contre aussi la droite, sur les droits de l'homme, le respect des différences et du vivre ensemble. Il nous explique qu'il y a trop d'immigrés, que l'islam pose un problème. C'est insensé. Le contraire de ce qu'il raconte toute la journée. Il le dit noir sur blanc. Donc il ne lui reste plus rien de ce qui pouvait faire les deux axes de sa campagne. Et le résultat de tout ça, on voyait bien que l'idée de Hollande plus petit que commun dénominateur, ça tenait vaille que vaille, parce que bon, les autres faisaient pas très vrai. Mais là, c'est en train de s'égayer dans tous les sens. Les ministres sont en train de dire non mais ça le fera pas. Claude Barthelone est en train de partir dans son coin. Manuel Valls est en train de piétiner dans son box en disant faut que j'y aille, faut que j'y aille. On sent bien que cette candidature Hollande est en train de s'effondrer de l'intérieur. Je pense qu'effectivement, il ne sera pas en mesure de se présenter. Quand on regarde le calendrier, qui est extrêmement court, il reste 1 mois et demi. Il a annoncé qu'il donnerait sa décision début décembre. Et il met en place peu à peu, y compris jusque dans ce slogan qu'exhumait Jérôme Jaffray, « Je n'ai pas peur de perdre », il met en place toutes les conditions justifiant sa non-candidature. Il manque quoi? Il manque dans 15 jours une statistique du chômage calamiteuse pour achever cette œuvre-là. Donc je pense que je comprends l'idée et c'était son calcul jusqu'à présent, du plus petit commun dénominateur pour rassembler son camp. Aujourd'hui, il est en train de rassembler son camp contre lui, c'est-à-dire que ce qui peut faire l'unité éphémère, provisoire de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et quelques autres, c'est de se mettre d'accord pour l'empêcher, et Emmanuel Macron l'a déjà fait en quittant le gouvernement, pour l'empêcher d'être en mesure d'être candidat. Ensuite, une fois que la primaire sera ouverte sans François Hollande, là évidemment, on verra bien que le rassemblement des socialistes sera extrêmement compliqué derrière l'un ou l'autre de ces postulants. Philippe, vous pensez qu'il sera candidat, François Hollande, finalement? Vous allez me dire, je m'en fiche, c'est pas mon sujet, mais quand même. Non, c'est juste le président de la République sortant. J'ai vraiment toujours eu le sentiment ces derniers mois qu'il faisait tout pour l'être, en tout cas, qu'il donnait le sentiment de vouloir absolument l'être. Maintenant, je ne sais pas s'il en sera capable. Après, qu'on ait Valls ou Macron, de toute façon, c'est son gouvernement. Donc, je veux dire, sur le fond, ça changera effectivement rien. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Alexis Brézé sur l'immigration et l'islam. Il y a quand même... C'est assez effrayant aussi de voir que dans ce livre, il reconnaît qu'il y a un problème numérique avec l'immigration. Il parle de, vous savez, cette femme voilée qui pourrait être la Marianne de demain parce qu'elle se sera libérée de son voile. Donc il estime que le voile peut être une oppression. Le problème, c'est qu'il commente cela. Et il commente des choses très graves, parce que ça a un impact sur la vie quotidienne des Français et des Françaises. Et comme président de la République, il aurait dû prendre des mesures. Si le voile peut être une oppression, alors il faut agir. S'il y a trop d'immigration, il faut agir, il ne faut pas l'accélérer. Et cela, c'est encore plus grave. Voilà, merci Florent Philippot, merci à vous tous. Je pense qu'on reparlera, je ne sais pas pourquoi, de François Hollande et aussi de la droite et de la primaire et du futur débat. Bonne semaine.